Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons toutes les semaines des outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez vous inscrire sur notre site www.outildumanager.com. Vous y trouverez plus de contenu à télécharger, de nouveaux podcasts, des tests, des articles de blog et pourrez poster vos commentaires et vous inscrire à notre newsletter. Pour l'instant, le podcast de la semaine, la délégation Reloaded, 4e épisode. Bonjour Alexia. Bonjour Cédric. Dernier épisode. Oui, et cette fois, on va entrer dans la méthode elle-même, dans le processus. Ouais, on va vous décrire point par point ce qu'il faut faire une fois que vous avez établi ce que vous vouliez déléguer et à qui. Donc là, on se place dans la situation où vous avez votre tableau de délégation qui est prêt. Et que vous allez vraiment pouvoir entrer dans le vif du sujet. Ok, alors comment va-t-on faire ? Alors je vais vous donner les étapes dans un instant, mais j'ai juste un premier point important. J'ai dit que la délégation prenait pas longtemps, mais qu'il fallait prendre son temps. Et donc vous allez prendre un rendez-vous avec votre collaborateur. Donc la première chose, c'est qu'une délégation, ça ne se démarre pas à distance, et surtout pas par mail. Vous ne déléguerez jamais rien par mail, ça ne marchera pas, ça je vous le dis. Vous pouvez assigner des tâches par mail, ça oui, mais démarrer une délégation, ce n'est pas possible. Donc on se voit en face à face. Et si vraiment on ne peut pas se voir en face à face parce qu'on travaille à distance, on utilisera Skype ou voilà, une vidéoconférence, etc. Et pendant cet entretien, il faut qu'il n'y ait aucune interruption. Donc vous décrochez votre téléphone, vous éteignez votre portable, votre PC, etc. Comme un 1 en fait. D'ailleurs, on peut peut-être faire ça aussi au cours d'un 1. Oui, tout à fait. L'idéal, en fait, c'est de faire ça pendant un 1. En fait, le 1 à 1, c'est le pivot de tout votre management. Donc, si vous ne pratiquez pas le 1 à 1 actuellement, c'est par ça qu'il faut commencer. Commencez pas vos délégations avant les 1 à 1. Je vous invite à écouter notre podcast là-dessus, dans l'ordre. La mise en application de chaque outil du manager, c'est d'abord le 1 à 1, ensuite le feedback, et ensuite coaching, délégation. Coaching. Délégation coaching. Donc, l'entretien de délégation aura lieu lors d'un 1 à 1 et ensuite, votre suivi, il va aussi se faire pendant le 1 à 1. Voilà. Alors, il y aura 7 points à aborder au cours de l'entretien et il vaut mieux prévoir de tout aborder pas en même temps, dans l'ordre, mais au cours du même entretien. Séparez pas les choses, faites pas les points 1, 2, 3 à un 1 et la suite à un autre. Ça prend pas longtemps, mais en fait, ça pose les bases pour le reste. Alors, quels sont ces 7 points ? Alors, dans l'ordre, et puis on va les détailler ensuite. Premier point, demander de l'aide. Deuxième point, expliquer pourquoi c'est à lui ou à elle que vous avez pensé. Troisième étape, demandez-lui d'accepter la délégation. Quatrième étape, décrivez la mission en détail. Cinquième étape, déterminer la deadline et la mesure de la réussite. Sixième étape, déterminer les étapes et les modes de reporting. Et septième étape, déterminer les ressources. Alors, premièrement, demander de l'aide. Là, c'est pas compliqué, c'est hyper simple. Vous dites, on va dire que votre collaborateur s'appelle Rodolphe. Rodolphe, j'ai besoin de ton aide. Voilà, vous dites juste ça, c'est la première étape. Alors pourquoi on fait ça ? C'est simple. C'est parce qu'en général, quand on demande ça à un collaborateur, il répond « oui, d'accord ». C'est-à-dire qu'on a déjà fait, j'ai déjà pratiqué, on a déjà posé cette question lorsqu'on avait des formations, etc. En général, quand votre bot vous dit j'ai besoin de toi, en général, vous répondez bah oui, bien sûr. En fait, ça garantit déjà quasiment que la délégation sera acceptée. Donc on va vraiment le demander de cette manière-là. On va dire j'ai besoin de ton aide. On ne va pas dire peux-tu me rendre un service ? Ou pire, est-ce que tu peux me faire une faveur ? Vous n'êtes pas dans un contexte personnel, vous ne cherchez pas à rendre l'autre redevable ou ce genre de choses. Il y a un job à faire, vous êtes le manager, vous voulez que le collaborateur le fasse, c'est professionnel. Donc c'est « j'ai besoin de ton aide ». Ok, facile. Ensuite, deuxième point, expliquez-lui pourquoi c'est à lui que vous avez pensé. Et là aussi, il faut que vous fassiez simple. Il faut que vous disiez un truc du style « j'ai pensé à toi parce que c'est toi qui rédiges le mieux ». Ou tu es le plus rigoureux de l'équipe, ou tu as déjà fait ça dans ton ancien poste, ce genre de choses. En fait, ça correspond à la colonne de votre tableau de délégation, ce qu'il sait faire, ou ce qu'il aime faire aussi, ça peut être parce que je sais que ça t'intéresse. Vous savez en fait ce que vous allez lui dire, puisque vous avez préparé le tableau de délégation. Donc là, le but, c'est pas du tout de chercher à le flatter, du genre...
t'es le meilleur de l'équipe, t'es mon bras droit, c'est pas le but. Vous voulez juste lui montrer que votre choix est rationnel, montrer que vous n'avez pas choisi Rodolphe au hasard, ou parce que vous trouviez qu'il avait l'air inoccupé, ou pour toute raison qu'il pourrait imaginer. Non, vous voulez pas qu'il commence à élucubrer des choses, vous avez choisi Rodolphe parce que c'est lui qui a le plus de chances de faire que cette délégation soit un succès. Ok, logique. Ensuite, tu nous dis, 3e point, demandez-lui d'accepter. Alors là, je suis étonnée, on lui demande déjà d'accepter ? En fait, vous dites directement à ce moment-là quelque chose du genre « Est-ce que tu pourrais prendre en charge l'animation des réunions de projet ?» Et quand j'expose ça, ce modèle en conférence ou en formation, en fait, j'ai 2 objections. La première, c'est pourquoi je dois demander à mon collaborateur, pourquoi je dois lui demander l'autorisation, alors que je peux l'imposer. Je suis quand même son chef, et donc, s'il y a un truc à faire, je lui dis « tu vas faire ça ». Surtout qu'il a accepté. Alors pourquoi ? C'est parce que si vous écoutez nos podcasts, vous savez qu'en fait, il y a 3 formes de pouvoir dans l'entreprise. Et donc, il y en a qui marchent mieux que d'autres. Et donc, imposer les choses, c'est le pouvoir hiérarchique. C'est celui qui fonctionne le moins bien. Si vous partez dans le principe d'imposer sans demander son avis et sans discuter avec votre collaborateur, il y a des chances que ça se passe mal. Donc, on l'explique dans le podcast. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que votre collaborateur, il sait qui est le chef et il sait que vous avez la capacité à imposer les choses. Il en est tout à fait conscient. Il sait que vous êtes son patron. Et donc, c'est justement pas ce qu'il faut faire. Le pouvoir hiérarchique, c'est votre allié invisible, celui que tout le monde connaît, mais que vous n'utilisez pas. Donc, oui, vous allez lui demander, même si vous pouvez l'imposer, vous allez lui demander s'il est d'accord. D'accord. Mais alors, moi, ce que je trouve étonnant, surtout, c'est de demander une acceptation sans donner les détails de ce qu'on demande, en fait. Oui, c'est l'autre objection qu'on me fait. Et elle est logique. Comment voulez-vous que votre collaborateur réponde oui s'il ne connaît pas les détails ? Et en général, c'est une question fréquente de la part des profils consciencieux d'après le modèle DISC. Et en fait, donc la première chose, c'est que tout le monde ne va pas réagir comme ça. Ça va plutôt être une partie des personnes. Donc, demander, déjà, il faut le faire parce que la plupart des gens, ils vont quand même dire oui. Pas tous. En général, laissez, si votre équipe respecte la répartition naturelle de la population, en fait, ça représente 25% des gens. Donc, ça veut dire qu'à priori, 75% des gens, déjà, ils vont vous dire oui. Et c'est déjà très, très important qu'ils vous disent oui. Alors, autant leur demander, ça coûte rien et on va voir que ça peut rapporter gros. Alors pourquoi ça rapporte gros ? Parce que cette partie-là, l'approbation, c'est vraiment un élément clé pour la suite. Le fait d'avoir accepté, en fait, ça va les rendre plus attentifs aux détails que vous allez donner. En fait, ils seront déjà engagés. Donc, ils vont être réceptifs et positifs. Et donc, l'approbation qu'on demande, elle vise à ouvrir le canal de collaboration, de communication entre vous. Alors que la description détaillée, elle, c'est une autre étape. Parce qu'elle prépare les modalités, la manière dont la délégation va pouvoir se faire. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans l'approbation, vous cherchez à convaincre. Dans la description, vous collaborez avec vos collaborateurs pour que la délégation réussisse. Alors que si vous inversez, si vous dites « non, je vais d'abord tout décrire, puis comme ça, il pourra plus facilement me répondre ». Mais en fait, vous allez être moins efficace parce que son écoute va être sélective. Il va écouter, mais sans se projeter et construire avec vous. Donc en fait, il va écouter pour détecter tout ce qui va lui permettre de refuser la mission. Dans un coin de sa tête, il ne sera pas engagé, il sera toujours en train de se demander s'il va le faire ou pas le faire. En fait, il va être en dehors du projet. Donc c'est important que vous ayez cette approbation de sa part. Ouais, pour qu'il ait une posture constructive, en fait. À partir du moment où il a dit oui, hop, il va se mobiliser vers l'action. Exactement. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'on fait si, justement, il nous répond ah oui, mais moi, je ne peux pas accepter sans connaître tous les détails, sinon je vais avoir l'impression de me faire avoir, ou j'ai besoin de savoir si je suis en mesure de le faire avant d'accepter, enfin, des choses comme ça. Dans ce cas-là, en fait, vous allez lui expliquer déjà. Vous allez lui dire ouais, je comprends ta réticence, mais avant de me lancer dans les détails, j'ai quand même besoin de savoir si tu es partant et si tu es intéressé. Ensuite, je vais te donner les détails et je vais répondre à toutes tes questions. Et on va travailler à 2 pour faire que ça se passe bien. Faut que vous lui expliquiez. Et s'il hésite toujours ? En fait, s'il hésite toujours, c'est assez intéressant. En fait, en vente, on appelle ça une objection. Et pour un vendeur, c'est toujours positif d'identifier les objections. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il construit son argumentaire, le vendeur. C'est autant de points d'appui pour avancer. C'est ce que vous allez essayer de déterminer maintenant. Donc, s'il vous dit
pas oui tout de suite, malgré le fait que vous lui ayez expliqué, bah ouais, mais moi j'ai besoin de ton approbation pour continuer. Vous allez, par exemple, il va vous dire, ah ouais, mais non, mais moi j'ai plein de boulot. Ou bien il va vous dire, ouais, mais je ne sais pas bien faire telle ou telle chose. Ou bien je vais avoir besoin de temps pour apprendre comment on fait. Donc vous allez l'interroger, vous allez dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui te fait peur en fait? Et donc il va vous donner ses peurs et ses réticences. Et à chaque fois, vous allez dire, ok, je note. Et maintenant, si je résous ce problème-là, si on résout ce problème-là ensemble, est-ce que tu es d'accord pour prendre en charge ça? Et là, soit votre collaborateur va vous dire oui, soit il va vous dire, bah non, il y a un autre point. Et donc, vous allez à nouveau noter ce point et dire, bon, si on résout ça aussi, est-ce que tu seras d'accord? En fait, cette étape-là, elle est importante. C'est un petit peu la même étape que quand on fait de la gestion de projet. On a une étape qui s'appelle l'anti-brainstorming. On en parle dans nos podcasts. C'est-à-dire que quand on veut faire travailler un groupe sur un projet, avant de se lancer dans le plan d'action, qu'est-ce qu'on fait? On demande à chacun de donner ses réticences, de nous dire pourquoi le projet ne va pas marcher. Et donc, on écrit toutes ces choses-là. Et le fait de les avoir formalisées, ça rassure les gens. Ça veut dire qu'on va en parler. Donc, c'est ça que vous devez faire, c'est rassurer votre collaborateur à ce moment-là. Moi, je vous dis, si vous n'avez pas l'approbation, ne passez pas à l'étape suivante. Ouais, on essaie de bien comprendre les craintes, les réticences des collaborateurs. Hyper important. Mais alors, imaginons quand même qu'on ait un cas, une personne qui refuse complètement toute délégation. Alors ça, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas accepter ça dans votre équipe, c'est clair. Dans notre partie sur l'importance de déléguer, on a insisté là-dessus. Tu te souviens que dans la deuxième partie, je te disais, bon alors, tu as un nouveau boulot, mais tu ne peux pas le faire, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu m'as dit, bah, je peux refuser. Et j'ai dit non, tu ne peux pas refuser en fait. Et donc, ce qui s'applique à vous, ça s'applique aussi à vos collaborateurs. La délégation, c'est un processus essentiel. L'entreprise ne peut pas fonctionner sans ce processus-là. Et quelqu'un qui refuse systématiquement toute délégation, en fait, il bloque le processus. Donc, vous allez devoir lui faire des feedbacks sur le sujet, des feedbacks répétés. Mais là, on n'est plus dans le modèle de délégation, on est dans le modèle du feedback, qui est le deuxième outil du manager, et on est sur un problème que vous avez à résoudre et qui pourrait même, je vous le dis, se terminer par le départ de la personne. C'est-à-dire que la délégation, c'est trop important pour qu'on puisse le refuser. Donc si vraiment la personne bloque complètement, vous ne pouvez pas aller plus loin, il ne faut pas aller plus loin. Vous vous arrêtez et vous dites, bon, je note que tu refuses la délégation, et on va en reparler. Et là, vous allez travailler sur ce sujet-là. Il va falloir que vous débloquiez la personne par rapport au fait de lui déléguer des choses. Et là, on n'est plus dans le modèle. Là, on est, ou en tout cas, moi je vous dis, tant que vous n'avez pas l'approbation de la personne, ne passez pas à la suite. Tant que vous... en fait, les processus, il est comme ça, c'est des barrières et passages. Vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante si vous n'avez pas rempli l'étape précédente. Donc là, on va dire que vous avez quand même eu l'approbation du collaborateur pour pouvoir continuer à déléguer le processus. D'accord. Alors, on déroule la suite du processus. Tout à fait. On a l'accord du collaborateur. On arrive au point 4. Décrivez la tâche en détail. Bon, vous allez lui dire, alors voilà en quoi ça consiste. Et au fur et à mesure que vous décrivez ce que va devoir faire le collaborateur, vous répondez à ses questions, vous le rassurez sur ses doutes, etc. Par exemple, en disant, tu vois, ça prend moins de 30 minutes par mois, ou je vais te donner la liste des infos nécessaires et des personnes à qui les demander, ou on va voir avec Alain s'il peut t'aider sur cette partie-là au début, mais vous ne rentrez pas non plus vous rentrez dans le détail de la tâche. C'est-à-dire qu'en fait, vous lui décrivez le produit final de la tâche. Et vous lui donnez des pistes sur comment vous le faites aujourd'hui. Et vous lui demandez de prendre des notes. D'accord. Alors, 5e point ensuite, fixer la deadline et les standards de qualité ou de mesure. Ça, c'est très important. C'est parce que c'est ce qui va vous permettre de comprendre et de faire comprendre à votre collaborateur que la délégation, c'est un processus. Votre délégation, à la fin de cet entretien, elle ne sera pas effective. Vous allez démarrer un processus. C'est important de comprendre. Si ça vous aide, vous visualisez ça comme un train. Il y a la gare de départ et la gare d'arrivée. Là, on est à la gare de départ. On sera arrivé quand le standard de qualité que vous aurez fixé avec votre collaborateur sera atteint. Comme ça, il ne se sent pas lâché dans la nature.
En fait, ce que vous allez lui dire à ce stade de l'entretien, c'est « Voilà, je veux que pour le 5 octobre, tu aies mené la réunion de projet tout seul, sans mon aide. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la délégation, vous voulez qu'elle soit effective le 5 octobre et que la manière de mesurer que la délégation sera effective, c'est que cette réunion ait pu être menée par Rodolphe sans que vous l'aidiez. Et là, il y a un autre point absolument primordial à prendre en compte, c'est que votre niveau d'exigence, c'est pas que votre collaborateur soit aussi bon que vous tout de suite. C'est que ce soit acceptable. Si vous prenez comme référence votre niveau actuel, vous n'êtes pas honnête, vous allez le tuer. Je veux dire, vous, quand on vous a donné cette tâche-là à faire, vous étiez bien moins efficace que maintenant. Donc pour lui, c'est pareil. Donc vous devez lui accorder du temps et des moyens pour qu'il se mette au même niveau que vous. Mais vous devez quand même limiter ça dans le temps. Si vous ne limitez pas, ça ne va jamais finir. Donc, vous fixez une deadline et des standards de qualité et de mesure. Alors, 6e point, déterminer des étapes et un mode de reporting. Oui, parce que là, on vient de déterminer la gare de départ, c'est cet entretien, et la gare d'arrivée, c'est le 5 octobre. Il y aura des gares intermédiaires. Vous allez définir des étapes avec lui, et c'est votre collaborateur qui, à chaque 1 à 1, vous dira quelle gare il a franchie. C'est très important, parce que c'est comme ça que vous allez éviter les retours en arrière et la délégation inversée. Et c'est comme ça que vous allez avoir une idée de la progression. La délégation, c'est un processus, je me répète, mais c'est important. L'autre aspect important, c'est que c'est votre collaborateur qui va vous rendre compte de sa progression au cours des 1 à 1. Ce n'est pas vous qui allez aller à la pêche aux infos. Si vous faites ça, vous allez être inefficace, perdre du temps. Donc, vous allez lui dire ceci, à chaque 1 à 1, tu vas me dire à quelle étape tu te situes, et c'est toi qui me parleras de ta progression. Ok. Et 7e point, donc, déterminer les ressources. Voilà, alors ça c'est aussi un point qu'on a un petit peu précisé, parce que dans le premier podcast qu'on a fait sur la délégation, je vous disais que si les 6 étapes d'avant s'étaient bien déroulées, il aura besoin de rien de plus. Donc vous allez pouvoir vous consacrer tout de suite à d'autres choses, et puis lui il vous rendra compte au fur et à mesure de sa progression, et il aura peut-être des besoins nouveaux à ce moment-là. Mais aujourd'hui, en fait, en ayant affiné ma pratique et suivi la délégation d'autres managers, je pense qu'on doit être plus précis et vigilant sur cette étape. En fait, ce qui génère très souvent de la délégation inversée ou des retours en arrière, c'est qu'on ne détermine pas bien les ressources mises en œuvre pour que la délégation se passe bien. On pense trop facilement à la formation, par exemple. Or, la formation, ce n'est pas le domaine de la délégation, c'est celui du coaching. On en a déjà parlé. Donc, dans le podcast sur la délégation, ce qui va être important, c'est la pratique. C'est-à-dire que progressivement, la tâche, elle va se transférer de vous vers lui. Et donc, la ressource principale, c'est vous qui allez la lui accorder. Pour schématiser, on va dire que vous avez fixé une deadline dans 5 semaines. Donc, ça va se passer comme ça. Aujourd'hui, à la gare de départ, vous faites la tâche à 100% et lui à 0%. Et ce que vous voulez, c'est qu'à la gare d'arrivée, vous fassiez la tâche à 0% et lui à 100%. C'est ça une délégation, c'est un transfert. Donc, vous allez devoir mettre des ressources en place qui, progressivement, vont s'alléger. C'est-à-dire que la première semaine, lui, il fera les choses qu'à 20% et donc vous les ferez toujours à 80%. La deuxième, vous les ferez à 60% et lui à 40%. La troisième, vous les ferez à 40% et lui à 60%. La quatrième, vous les ferez à 20% et lui à 80%. Et puis la cinquième, vous ne ferez plus rien et lui, il fera tout. Donc, il faut bien comprendre que vous allez devoir accorder des ressources à votre collaborateur et que vous allez devoir progressivement bien être vigilant pour que ces ressources aillent en se réduisant. C'est comme ça que vous allez mesurer sa progression. En fait, chaque étape, elle peut être symbolisée par votre degré d'implication dans la tâche que vous déléguez. Et c'est important que l'aide qu'il va recevoir aille en se réduisant. C'est-à-dire que l'efficacité, c'est quoi ? C'est le rapport pour obtenir un résultat entre le travail investi. C'est le rapport en fait entre le travail investi et le résultat. Aujourd'hui, c'est un très bon rapport. Vous êtes toujours tout seul à travailler sur la tâche pour obtenir le résultat. À la gare d'arrivée, vous voulez le même rapport, c'est-à-dire qu'il y aura une personne qui travaillera pour obtenir le résultat. Mais pendant le processus de délégation, malheureusement, vous allez travailler tous les deux pour obtenir le même résultat. Donc votre efficacité, elle va être réduite, puisque vous serez à 2 sur la même tâche, mais elle va aller en grandissant. Okay. Voilà pour les ressources.
le processus, du coup, est lancé. Et voilà, là vous démarrez, et donc à chacun à un, vous allez vérifier avec votre collaborateur que la délégation avance bien et qu'il progresse. Avant de terminer, je vais prendre un petit peu de temps, le podcast sera un peu plus long, mais je voudrais souligner quelque chose de très important avant de conclure, c'est que vous allez devoir accepter qu'il y ait des erreurs. L'erreur la plus fréquente en délégation, c'est de nier qu'il puisse y avoir des erreurs. Il faut vous préparer à voir des erreurs. Les gens vont se tromper, et c'est en se trompant qu'ils vont apprendre. Comme c'est arrivé avant, quand vous avez commencé, il va y avoir des erreurs. Et vous aurez du mal à l'accepter. Parce que les gens, en fait, ils ne vont pas se tromper là où vous seriez trompé. Il y a des choses où vous étiez attentif et où ils vont l'être moins. Où il y a des compétences qu'ils ont moins que vous à la base. Donc, vous n'allez pas pouvoir éviter les erreurs pour la simple et bonne raison que c'est impossible de prévoir où elles vont arriver. Et ces erreurs, il faut que vous les voyiez comme un investissement, comme un mal nécessaire. Vous devez être vigilant quand vous en rendez compte. Quand il y a des erreurs, vous devez être vigilant. Vous ne devez pas râler, vous ne devez pas reprendre le travail à leur place, vous ne devez pas aller directement à la solution, vous devez demander à votre collaborateur comment il va faire pour réparer l'erreur et éviter surtout qu'elle se reproduise. Il va donc devoir assumer son erreur. En fait, vous ne pouvez pas éviter les erreurs, vous pouvez simplement développer un climat de confiance qui fait que votre collaborateur ne vous les cachera pas. Et ça, c'est important, qu'il soit transparent là-dessus, et vous aussi. C'est-à-dire que clairement, vous devez leur dire « Je sais que vous allez faire des erreurs, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, je ne vais pas vous sanctionner pour celle-ci, il faudra tenir votre promesse, et je suis là pour vous aider. Par contre, quand ça arrive, je veux être informé. Ce serait là, par contre, une erreur grave que de ne pas m'informer. » Et si vous n'acceptez pas ça, un manager qui n'accepte pas ça, à la première erreur, il va utiliser inconsciemment cette erreur pour reprendre la tâche. Il va oublier complètement toutes les erreurs qu'il a dû faire pour arriver à un bon niveau de pratique. Et du coup, il va avoir l'impression qu'on salit son travail, qu'il faisait si bien. Il ne peut pas supporter ça. Et en plus, il va penser qu'il va devoir arranger les choses. Donc, que ça lui fait perdre du temps, que la qualité, que la qualité baisse. Bref, en fait, sa délégation, elle ne va plus être possible. Mais ce n'est pas ça. La délégation, elle est possible. Elle n'est juste pas terminée, pas effective. En fait, refuser les erreurs, c'est comme si on disait, en fait, on ne va jamais lancer une voiture parce que tous les prototypes qu'on a fait avant, ils marchaient moins bien que la voiture qu'on va lancer. Non, pendant la période de la délégation, il y aura des erreurs. D'accord, ok. Mais alors quand même, parfois, on ne peut pas faire d'erreur. Il y a quand même des cas dans un service au client, par exemple, où c'est bien de dire, tu as le droit de faire des erreurs, mais bon, si ça nuit au service client, c'est quand même embêtant, quoi. Alors, en fait, pour être clair, vous ne pouvez pas éviter les erreurs. Ça, c'est ce que je viens de dire. Et donc, vous devez les accepter. Par contre, ce que vous devez faire, c'est faire en sorte que les conséquences des erreurs soient réduites. En fait, l'idéal, ce serait que le client, interne ou externe, ne se rende pas compte qu'il y a eu une erreur, qu'il y a une délégation qui est en cours de route et donc il y a des erreurs. Et donc l'idéal, ce serait que le standard de qualité ne baisse pas, c'est-à-dire que le résultat reste le même. Et c'est pour ça que les ressources sont importantes. Vous allez consacrer plus de ressources qu'avant, vous allez faire baisser l'efficacité parce que vous êtes en train de faire une délégation. C'est-à-dire que vous allez intervenir tous les deux, par exemple, ou mettre en place plus de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, tout le travail de vos collaborateurs, il va être contrôlé. Donc ça va prendre du temps, mais au moins ça évitera que les erreurs, elles apparaissent. Il va les faire, les erreurs, mais elles ne vont pas apparaître. Donc vous allez baisser la productivité, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, c'est du temps investi qui va permettre une délégation de se mettre en place. On a un objectif, une deadline, ça crée une tension, une dynamique, ça crée une obligation de résultat, mais ça permet aussi d'affecter des ressources en plus, mais sur un temps limité. C'est pour ça que je dis que c'est un processus. Il y a un début et une fin. Les moyens, en fait, une délégation qui plante en général, c'est parce qu'elle n'a pas de fin. C'est parce qu'en fait, vous vous retrouvez au bout de 2 mois à 2 à faire la même chose, et donc vous vous dites, mais ça ne sert à rien, ça ne marche pas, c'est débile, et donc c'est tout, je reprends mon boulot, et puis on continue comme avant. Là, ce n'est pas le cas, vous êtes dans un processus, vous mesurez les choses. D'accord, ok. Mais alors, bon, allez, quand même, une dernière question. Qu'est-ce qu'on fait si, malgré tout ça, ça ne marche pas ? En fait, je vais te dire, c'est très rare que ça ne marche pas, c'est quasiment impossible.
avec la méthode qu'on vient d'écrire, c'est pas pour vous dire que c'est magique. Ce que je veux dire, c'est que c'est très rare que ça marche pas, c'est-à-dire qu'on obtienne un résultat 0. C'est très rare que la délégation elle soit à 0%. On a mis des moyens pour que ça marche, on a mis des étapes, on a fixé une deadline. Et en général, en plus, on ajuste les moyens pendant le processus. On se rend compte, par exemple, que ça dérape un peu, donc on se dit, je vais mettre des moyens en plus, etc. Donc on l'aide davantage que prévu. Mais bon, imaginons, effectivement, le 5 octobre, Rodolphe, il fait sa présentation, et c'est pas terrible, vous êtes obligé de le reprendre, vous êtes obligé de répondre à des questions alors que c'était pas prévu comme ça, etc. Donc en fait, ce que vous constatez, c'est pas un vrai échec, c'est une réussite partielle. Moi, j'aime mieux dire ça. Alors, il ne faut pas prendre l'habitude de ces choses-là, mais ça veut dire que votre délégation, elle est effective à 80% au lieu de 100%. Donc non, c'est pas que ça ne marche pas, c'est que vous devez vous féliciter de là où vous en êtes, mais vous devez être réaliste, dire mais on n'est pas là où on devait. Et donc, dans ce cas-là, vous fixez une autre deadline, vous remettez des moyens, et en fait, vous n'êtes pas planté. Donc, je vous dis, si vous appliquez les choses, que vous faites vraiment attention à un, ça ne va pas planter, j'y crois pas. Ça va peut-être un petit peu, prendre plus de temps que prévu ou plus de moyens que prévu, mais ça ne va pas planter. D'accord. Alors, pour conclure, est-ce que tu peux nous redonner toutes les étapes depuis le début ? Alors, voilà ce qu'il faut faire avant de lancer le processus, avant de faire l'entretien. D'abord, vous allez lister vos tâches primordiales et indélégables. Ensuite, vous allez lister tout le reste, ce qui vous empêche de faire ces tâches primordiales. Et enfin, vous allez établir votre tableau de délégation qui met en rapport les tâches et les collaborateurs. Ensuite, vous allez faire votre entretien. D'accord. Alors, l'entretien en 7 étapes qui sont... Vous allez demander de l'aide. Vous allez expliquer pourquoi c'est à cette personne-là que vous avez pensé. Vous allez lui demander d'accepter la délégation. Vous allez décrire la tâche en détail. Vous allez déterminer la deadline et la mesure de la réussite, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de dire, en fait, c'est comme ça que je mesurais qu'on a réussi ou pas. Vous allez déterminer les étapes et les modes du reporting. C'est l'image des gares que je vous donnais. Et enfin, vous allez déterminer les ressources, sachant que les ressources, vous allez les faire évolutives, c'est-à-dire que les ressources, elles vont progressivement être levées au fur et à mesure que le travail se fait. Tu pourrais nous donner un exemple concret, justement, pour qu'on réalise bien comment ça se passe, cet entretien ? Alors, je vais le faire avec l'exemple de Rodolphe. Donc, Rodolphe, j'ai besoin de ton aide. Okay. J'ai pensé à toi parce que tu as déjà fait ça dans ton poste précédent. D'accord. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est que tu prennes en charge l'animation de la réunion de projet. Ah ok. Donc je vais t'expliquer, tu me le fais le cas idéal, c'est sympa. Ouais, voilà, moi je suis vraiment le Rodolphe parfait. Il est parfait, super. Il est parfait ce petit Rodolphe. Alors voilà en quoi ça consiste. En fait, toutes les semaines, tu vas réunir l'équipe pendant une demi-heure, tu vas leur rendre compte des stades d'avancement, et chacun dira où il en est en 5 minutes. On comparera ça aux prévisions, et on prévoira une autre réunion annexe s'il y a des gros retards ou un gros obstacle. Donc en fait, ce que je voudrais, c'est que tu sois capable de prendre en charge la réunion du 9 octobre, qui est dans 4 semaines, et on se verra à chacun à un pour mesurer ton avancement. Alors ce que je te propose au niveau des aides, c'est que la semaine 1, tu fasses simplement la collecte et les infos pour moi, et je ferai le reste du travail. La semaine 2, tu fais toujours la collecte des infos, mais cette fois-ci, tu me proposes une présentation que je vais corriger, mais c'est moi qui ferai la présentation effective. La semaine 3, c'est toi qui présenteras, donc tu feras la collecte, le PowerPoint, je le corrigerai et tu présenteras, mais je prendrai en charge la partie questions-réponses. Et enfin, la 4e semaine, il faudra que tu fasses tout, mais je serai là pour t'aider. D'accord, voilà. On voit bien la progression. Tout à fait. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est un exemple un peu simpliste, mais c'est un petit peu comme ça que ça peut se dérouler. Voilà, à vous de jouer maintenant. Bon, bonne chance à tous. Bonne semaine. Et à bientôt. Au revoir. Bonne semaine. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de rester en contact. Allez vous inscrire sur notre site outildumanager.com. Cela vous permettra de recevoir nos articles, notre newsletter et de nous poser toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt sur notre site outildumanager.com.